Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des deux finales de conférence à l'Est où Miami vient de briser le mental de Boston pour prendre un avantage de 3-0, à l'Ouest où Denver est allé s'imposer à Los Angeles et se retrouve à une victoire de sa première participation au final NBA. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, je suis absolument... J'ai regardé ce troisième match entre les Celtics et le Heat et je suis absolument sans voix par rapport à ce qui est en train de se passer, clairement. Oui, je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas que toi et en fait on va arrêter de faire des pronos quand il s'agit de Miami, hein, ça ne sert à rien. Je sais pas qui a eu un bracket Denver Heat en finale, mais franchement cette personne mérite de gagner tout l'argent que potentiellement il va gagner s'il a parié, quoi. Alors cette personne est soit un génie, soit quelqu'un qui consomme trop d'alcool, parce que vraiment voir ça en début de playoff, c'était pas possible. Exact. Allez, on va parler tout de suite de Celtics Heat, pardon. Jusqu'où iront-ils ? On connaît tous le parcours de Miami dans ses playoffs. Entrés par la petite porte du play-in en s'imposant difficilement face aux Bulls de Chicago, ils ont réussi l'exploit d'éliminer les Bucks de Giannis Antetokounmpo au premier tour avant de s'imposer face aux Knicks de New York. Et les voilà face aux Celtics de Boston, archi favoris depuis le début de la saison, en train de mener 3-0. Cette nuit, non seulement Jimmy Butler et sa bande ont pris un avantage décisif dans la série, aucune équipe dans l'histoire n'a jamais remonté un tel déficit, mais ils ont aussi brisé l'âme des Celtics qui font face désormais à une intersaison éminemment compliquée. Je dis ça, je sais très bien que les Celtics ne sont pas éliminés, mais franchement, je les vois très mal se relever de ce qui s'est passé cette nuit. Charles, est-ce que tu as encore les mots pour décrire cette équipe de Miami ? Non, enfin, en fait c'est des mots qu'on a déjà utilisés, Oui. C'est vrai qu'on est à court de superlatifs là. On tourne en rond en fait. Maintenant, c'est bon, voilà, c'est Miami, c'est même plus Cendrillon, c'est même plus, je sais pas, c'est même plus magique, je sais pas comment dire ça. C'est fou. Franchement, en fait, quand on les voit jouer, à aucun moment on se dit qu'on est face au 8e de l'Est. C'est dingue. Vraiment, je sais. Collectivement, c'est hallucinant. Tu te rends compte que sur les 3 premiers matchs de cette série, ils tutoient les 50% à 3 points. Les role-players, que ce soit Gabe Vincent, Duncan Robinson, Caleb Martin, sont incroyables. L'adresse est dingue. Butler est tellement juste. Enfin, sur le match de cette nuit, tu le vois, il force absolument rien. Miami déroule, ça récite un basket collectif extrêmement efficace. Ils s'en tiennent au plan qui est mis en place par le mastermind Spoelstra, qui est clairement pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. D'ailleurs, on l'a vu quand le public a réclamé Aslem, ils s'en foutaient complètement. Ils sont en mission pour retourner en finale NBA. Ils sont sur la voie royale pour y parvenir. Et c'est dingue. Enfin, vraiment, en fait, cette série, c'est un florilège de tout ce qui fait la réussite de Miami depuis le début de ses playoffs. L'adresse extérieure, la défense, l'intensité, la profondeur de l'effectif, puisque on le dit, on le répète, les role-players sont excellents. Cette équipe est extrêmement bien préparée, extrêmement bien coachée, n'a peur de rien, ça joue à fond du début à la fin du match. Et c'est là aussi où on est obligé de remarquer l'énorme différence qu'il y a avec cette équipe de Boston, qui donne vraiment l'impression, depuis le début de ses playoffs, d'être complètement en dilettante. Complètement. Alors, ça reste quand même complètement incroyable. Je veux dire, je veux bien croire et je veux bien dire que la profondeur de l'effectif de Miami est ce qu'elle est. Enfin, il nous le prouve tous les soirs depuis des semaines désormais. Donc, je vais pas dire le contraire. Maintenant, ça reste quand même totalement improbable. Ah bah oui. Et effectivement, tu pointes du doigt Spoelstra. Je veux dire, s'il y a un truc qui me saute aux yeux dans cette série pour l'instant, c'est que Miami impose sa volonté quasiment à chaque match. Alors pas toujours, parce que si tu prends la première mi-temps du premier match, d'ailleurs Jimmy Butler a fait un clin d'œil à Al Horford dans ce Game 3 en faisant le geste du time-out qui a été fait par Al Horford lors du premier match parce que les Celtics étaient en train de s'envoler vers une victoire en apparence facile. Et le Heat, comme d'habitude dans ces playoffs, sont revenus au contact, n'ont rien lâché, sont revenus et se sont imposés. Et là, aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand je suis en train de voir, voilà, Caleb Martin, Max Strus, on a déjà dit tout ça, mais quand je vois Duncan Robinson, qui était hors de la rotation, comme je l'ai dit et répété plusieurs fois dans ce podcast pendant ces playoffs, en train de faire d'inscrire des paniers en pénétration. C'est un spécialiste à 3 points, mais là, il rentre dans la raquette et il marque des paniers.
où il balance des passes lobées à Bam Adebayo qui vient écraser la tête des Celtics dans la raquette. J'étais pas prêt de voir ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, tu m'étonnes. J'étais quand même excessivement loin d'imaginer ça. Et il y a rien sur les chiffres qui nous, au début, quand on analyse cette série, il y a rien qui nous permet de croire que ça va se passer comme ça. Le Heat, pendant la saison régulière, avait le 4e pire pourcentage à 3 points de la NBA. Dans ce duel, pour l'instant, face à Boston, ils sont à 43% à 3 points. Ça défie toute logique. Les Celtics, eux, à contrario, c'était une des seules équipes de la ligue à être dans le top 5 en net rating offensif et net rating défensif. Ils étaient seconds dans les 2 catégories. 2e meilleure attaque de la ligue, 2e meilleure défense de la ligue. Leur attaque était à un niveau all-time. On n'avait jamais vu une attaque aussi efficace dans l'histoire de la NBA bientôt. Derrick White, on était tous là, incroyable défenseur. Hier, j'ai vu, et même pendant cette série, je vois Jimmy Butler forcer des switches pour se prendre Derrick White en défense. Ouais. Enfin, je veux dire, personne ne peut défendre sur Butler. Non mais d'accord, mais je veux dire, mais bon. Il faut comprendre le niveau de dinguerie dans lequel on se trouve dans cette série. Il n'y a rien sur le papier en début, au moment où il y a encore 0-0, il n'y a rien qui nous permet de comprendre ce qui va se passer ensuite, quoi. Non. Clairement. Et voilà, après, on peut commencer à parler comme tu l'as dit, Boston, qui depuis le début des playoffs, et on le dit toi et moi depuis le début de ces playoffs, ils sont sur courant alternatif. On a l'impression qu'ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont, et là, tout d'un coup, tout leur explose au visage. Déjà, les Sixers, c'était super tendu. Il a fallu un match absolument héroïque de Jason Tatum pour s'en sortir. On avait l'impression qu'après le Game 7, ils avaient enfin trouvé leur rythme, enfin retrouvé leur identité, dirons-nous. Ouais, on espérait que ce serait un déclic, quoi. Voilà, on s'est dit, tiens, ils vont redevenir l'équipe qu'on a vue en saison régulière. Mais en plus, c'est ce qu'on avait demandé avant le match 7. Avant le match 7, on avait fait un podcast où on avait dit, il faut là qu'on ait un énorme match 7 des Celtics qui tape du poing sur la table, que Tatum nous montre qu'il est capable d'emmener cette équipe en finale, etc., etc. Et c'est hallucinant, une semaine après, d'en être là, en fait. C'est fou. Je veux dire, Joe Mazzulla, qui, en conférence de presse d'après-match, dit, grosso modo, j'ai perdu l'équipe. Enfin, elle n'était pas prête et c'est ma responsabilité. Tout le monde dans la salle apparemment était bouche bée de l'entendre reconnaître ce genre de choses. Je pense que ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que le Heat de Miami vient de mettre Boston dans une position incroyable pour cette intersaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Joe Mazzulla vient de montrer ses limites. Le gars a 34 ans, c'est un coach rookie. C'est le 3e coach de cette équipe depuis la bulle de 2020, Charlie. Il y a eu Brad Stevens, qui a ensuite laissé sa place à Ime Udoka. Ime Udoka a finalement été remercié à cause de cette affaire en début de saison. Au moment où Will Hardy était déjà parti au Jazz, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau avec Joe Mazzulla, qui était un coach de second plan, tout d'un coup mis dans cette position où clairement, enfin, et on l'a pas vu pendant la saison régulière, ça. On l'a pas vu. Damon Stoudemire aussi s'est barré en cours de saison. Mais est-ce que Boston, tu crois que de se dire à la fin de cette saison, quand ça va se terminer, de se dire Joe Mazzulla, il dégage, est-ce que tu penses que c'est la solution ? On va commencer par ça. Est-ce que Joe Mazzulla doit partir ? Bah, en fait, oui. Je vois pas comment. Je vois pas comment c'est possible de faire autrement, parce que là, tu l'as dit, il y a cette conférence de presse après le match de cette nuit où vraiment tu sens que c'est comme s'il avait déjà, enfin, c'est comme s'il avait déjà reconnu son échec complet pour cette saison. Et enfin, en fait, moi, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe à Boston. En fait, je veux pas tirer sur Mazzulla plus que ça, non pas parce que je pense qu'il est à la hauteur, hein. On l'a dit plusieurs fois, je pense effectivement qu'il n'est pas à la hauteur de ce groupe, mais voilà. Est-ce que c'est surprenant ? Mais non, voilà, c'est ça, on se rappelle comment il a fini à ce poste-là, on sait les circonstances qui ont conduit à ça, c'était pas un cadeau pour lui, il faut surtout pas croire que se retrouver à la tête d'une aussi belle équipe, en étant aussi jeune et avec aussi peu d'expérience, c'est facile, bien au contraire. Et même pour Boston, on se doute bien s'ils avaient
s'ils avaient pu faire un autre choix, si l'affaire Udoka, entre guillemets, avait eu lieu Bien sûr. plus tôt, ils auraient probablement fait un autre choix que celui de Joe Mazzulla. On va pas refaire l'histoire. Mais c'est vrai que moi je comprendrais pas que Mazzulla soit maintenu parce que ouais, en fait, il est trop fin, c'est trop frustrant. Son coaching est pas à la hauteur. C'est quelque chose que tout le monde voit. Il y a des doutes sur ses rotations, il y a des doutes sur ses temps morts, sur les systèmes. Moi, les conférences de presse, parce que là, on parle de la conférence de Mhm. presse après le match 3, mais la conférence de presse après le match 2, où il explique qu'il ne comprend pas pourquoi ses joueurs font les mauvais choix, qu'il ne comprend pas pourquoi son équipe a des sautes de concentration. Eh mais attends, je suis désolé, Mazzulla, mais C'est c'est à toi de littéralement ton taf, en mais fait. voilà, c'est comme s'il Mhm. reconnaissait qu'il avait pas la main sur cette équipe. En soi, les problèmes qu'il évoque, c'est à lui de les régler, c'est à lui de définir un cadre, de stopper le jeu quand il le faut pour taper du poing sur la table. Alors, je sais pas, je sais qu'aux États-Unis, là, il y a des grands débats sur est-ce que son équipe l'a lâché, machin. Je sais pas, je trouverais ça hallucinant parce que c'est une On finale de finira par le conférence. savoir. On finira par le savoir Non, bientôt. mais le problème, il est même pas là. Le problème, il est que Ouais. tu joues une finale de conférence face au 8e de l'Est, avec une chance de disputer une deuxième finale NBA en 2 ans. Tu ne joues pas pour ton coach. Tu joues pas pour ton coach. Tu joues pour toi, pour ton palmarès. Tu joues pour ton équipe. Tu joues pour gagner. Enfin, c'est hallucinant. Ça suffit pas à expliquer ça. On peut pas juste se dire bon bah ils l'ont lâché. Il y Mais a... mais Ouais. ouais. Non, mais voilà, effectivement, je pense qu'on finira par savoir ce qui s'est vraiment passé cet été, en septembre, là, quand Ime Udoka et quand il y a eu l'affaire Ime Udoka, à quel point ça a pesé dans le vestiaire, à quel point Mazzulla a eu du mal à gagner la confiance du groupe, à se faire respecter par ses joueurs. Pour l'instant, on ne peut que se poser des questions. Il y a une convergence de choses. Effectivement, le niveau de jeu de Jason Tatum et Jaylen Brown, et on va y venir, ça. On va en parler. Euh, et pose question. Moi, je pense que la plus grande frustration que j'ai concernant Mazzulla dans cette série et dans les playoffs en général, c'est comment il a fait de Grant Williams et de Robert Williams des éléments qui vont et qui viennent, qui sortent et qui rentrent dans l'effectif. Il y a jamais eu quelque chose de fluide, de concret. Je trouve il a hérité d'une équipe qui était parfaitement construite, dont l'identité première était la défense. L'an dernier, peu importe si l'attaque et l'adresse venaient ou partaient, ils avaient toujours leur backbone, c'était la défense. Ils pouvaient toujours se reposer là-dessus. Et quand tu vois notamment à la fin du match 2, où Mazzulla décide de retourner sur son 5 petits avec Alorford qui est complètement cramé. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Alorford, je veux bien croire qu'il soit absolument magnifique, mais faut faire attention quand même de pas le surutiliser. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe. Il montre ses limites parce que Adebayo, tu vois, le mec, c'est un client énorme. Et tu as besoin d'avoir quelqu'un au rebond. Tu as besoin de bloquer la raquette face au hit. Beaucoup plus que ce qu'il n'a fait. Grant Williams, quand tu vois, alors tout le monde lui est tombé dessus après le match 2 en disant ouais, machin, faut pas énerver Jimmy Butler, il a fait une erreur monumentale et tout ça, c'était pas à faire. Mais bordel, c'est le premier, je suis désolé de dire ça, mais c'est le seul gars qui montrait un tant soit peu d'intensité à un moment ou à un autre dans cette rencontre. Non, mais Et surtout c'est exactement ce qui manquait à cette équipe. que c'est l'identité de Boston de la saison dernière, en fait. Exactement. Symbolisé par un Marcus Smart qui hésite pas à aller s'embrouiller avec n'importe qui. Enfin, voilà, alors moi aussi, effectivement, Grant Williams, mon premier réflexe a été de me dire, oula, aller réveiller Butler, c'est quand même pas le bon plan. Mais n'empêche que c'est aussi ce dont cette équipe a besoin, en fait. Et voilà, pour moi, il fallait un déclic en termes d'énergie. Et je trouve que... Mais c'est arrivé trop tard, en fait. Ça arrive beaucoup trop tard. Ça arrive à la fin, enfin, à la moitié du game 2. C'est trop tard. C'est trop tard. Cette identité-là, cette envie-là, cet énervement-là, il fallait le trouver avant. Et quand j'ai vu que Boston débutait le game 3 avec Robert Williams sur le banc, je me suis dit, mais c'est mort. Parce que ils ont trop de problèmes à l'intérieur, en fait. Ouais, non, mais de toute façon, même les attitudes, enfin, je suis désolé, moi je reviens, alors sans aller jusqu'à dire ils ont lâché Mazzulla. En fait, moi ce qui me gêne dans le match de cette nuit, c'est que on voulait voir une réaction de Boston, tu vois, déjà parce que bah il s'était pris 2 gifles à domicile, mais aussi parce que honnêtement Mazzulla depuis 2 jours, il prend extrêmement cher en antenne nationale, à tel point d'ailleurs que Spoelstra a fini par prendre sa défense. Enfin,
tu vois, qu'au moins ça te donne le surplus d'âme, tu vois, pour entamer le match, le couteau entre les dents. C'est pas possible de faire ta pire prestation sur ce match, enfin, de cette série de playoffs sur ce match 3. C'est terrible, quoi. Bah, t'avais l'impression que c'était un game 4 et que Boston était mené 3-0. Ouais, En c'est fait, ça. ils ont fait le game 4 au game 3. T'as l'impression que tout d'un coup, c'était terminé. T'as l'impression que Eric Spoelstra aurait pu désigner un mec dans le public du, du, un spectateur, le faire venir sur le terrain et le mec serait en train d'enquiller les 3 points face à la défense de Boston, quoi. C'est ça. Alors que Et honnêtement, ce c'était fou. match 3, c'était le match le plus important de la série parce que tu l'as dit, statistiquement, personne dans l'histoire de la ligue n'est revenu d'un 3-0, enfin d'un 0-3. Donc ce match-là, vraiment, ils étaient dos au mur et ils n'ont pas été capables de montrer un niveau d'intensité. Enfin, vraiment, en fait, je suis tellement halluciné par l'écart qu'il y a. Mais là, vraiment, je parle même pas de jeu, je parle même pas de tactique, de stratégie, je te parle vraiment juste purement d'attitude et de comportement sur le parquet. Mhm. Je suis tellement choqué par l'écart qu'il y a avec l'équipe de la saison dernière que j'ai pas les mots, en fait. Tu vois, je comprends pas. Il faudra un jour qu'on sache ce qui s'est passé cette saison à Boston et est-ce qu'il y a eu un truc dans le vestiaire, genre au-delà de l'affaire Udoka, tu vois. Mais t'as Qu'est-ce qui s'est l'impression qu'il y passé, a eu quoi. un switch presque équivalent au switch qu'ils ont eu l'an dernier. L'an dernier, où ils commencent l'année euh, avec un niveau extrêmement moyen, et tout d'un coup, au mois de janvier, on connaît tous l'histoire aujourd'hui, ça switch, ils finissent la saison en trombe, ils atteignent les finales NBA, ils prennent un avantage de 2-1 face à Golden State. Finalement, ils s'inclinent 4-2 parce que Stephen Curry est formidable. On commence cette saison et tout le monde était en train de dire Boston, ça va aller au bout, y a pas moyen que ça... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le coup Imi Udoka. On s'est posé la question, toi et moi, dans le podcast, quand on a appris ça, on s'est dit, tiens, est-ce que ça va avoir son importance? Est-ce que ça va avoir son impact? Et quand tu regardes la saison régulière, t'as pas l'impression que ça en avait un concrètement. Pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, tous les voyants étaient au vert, absolument tous. Et là, tout d'un coup, tu as un espèce de switch dans ces playoffs où tu as l'impression ils arrivent à ne plus rien faire. Jason Tatum, c'est très difficile de dire qu'il n'est pas au niveau après que le gars ait planté 51 points et il vient de taper un record dans un game set en playoff. Mais le duo Jason Tatum et Jalen Brown, et on va peut-être en venir à là maintenant, ce qui est fou, c'est qu'on était tous là. Enfin, il y a eu tout un temps où il y a eu des critiques pour dire ah Tatum et Brown ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, faut peut-être les Ouais. séparer, faut peut-être faire autre chose. Après il y a eu ce switch dont je parlais, on s'est dit ah mais c'est n'importe quoi, tous les mecs qui ont dit ça, vous êtes vraiment trop stupides et tout. Et là tu peux être sûr qu'à l'intersaison, surtout avec Jalen Brown qui va devoir potentiellement signer sa prolongation, la question se pose. Ah bah c'est évident, mais c'est La évident. question se pose. Est-ce que tu concentres 60 millions de dollars de ton salary cap avec ces deux mecs-là? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est avec eux que tu as envie de faire ton avenir? Non, les 60 millions, t'es gentil, parce que ça peut être plus même. Ah oui, ça peut être plus, ouais. Ça peut être bien nettement plus. Écoute, ouais, en fait, c'est terrible parce que, mais en plus, ce qui est fou, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est sur le fil parce que on a évoqué le tour précédent face à Philadelphie et tu l'as dit, le match 6 face à Philadelphie, on en avait parlé juste après. Mhm. On n'était quand même pas passé loin d'un épisode très sombre dans la carrière de Tatum, parce que s'il fait pas ce money time de fou Complètement. furieux, où il va chercher le Game 7, et où derrière il gagne le Game 7 sur une prestation hallucinante, on reste sur l'idée de, bah il a failli dans le match 6, et c'est un énorme problème. Finalement, ça a pas eu lieu, mais comment c'est possible, en fait, comment c'est possible de produire un tel match 7 contre Philadelphie pour derrière se pointer avec cette attitude-là face à une équipe de Miami dont tu sais que c'est des lâches-rien. Enfin, Oui. tu vois, c'est... Ah, ils l'ont vécu l'an dernier, donc c'est pas comme si on leur apprenait quoi que ce soit, tu vois. Mais oui, c'est ça, cette équipe de Miami drivée par Butler Adebayo, on la connaît par cœur. On sait très bien que même quand les mecs sont en galère au shoot, même quand les mecs sont pas dans un bon soir, ils ont toujours cette attitude sur le parquet de ne rien lâcher, d'être toujours ultra intense du début à la fin, etc., etc. Donc, ouais, en fait, franchement, je suis super déçu parce que cette équipe de Boston, vraiment,
J'insiste là-dessus, c'est une Rolls-Royce, quoi. C'est magnifique, cette équipe. L'effectif, il est dingue. Il y a des... Alors, ok, on peut avoir des doutes sur Tatum et Brown, ok, on peut avoir des doutes sur plein de choses, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que si cette équipe-là, avec Brogdon en plus par rapport à la saison dernière, jouait avec l'intensité et la mentalité de l'équipe de la saison dernière, on n'en serait jamais dans cette situation. Jamais. C'est là où la lecture et l'analyse de ce qui est en train de se passer à Boston est compliquée. C'est-à-dire à quel point ce sont les joueurs, à quel point c'est le coaching, à quel point, enfin, comment tout ça s'influence et comment. Et je retiens les paroles de Spoelstra qui dit en conférence de presse d'après-match, il dit le plus important est qu'on a joué les matchs là, les matchs qui dans cette série pour l'instant, on les a joués selon nos propres termes. Ouais. On a imposé notre jeu et on joue notre jeu. Et Boston est censé s'adapte à notre jeu à nous et pas le contraire. Et c'est ça la clé. Et là, on n'est plus dans une affaire de chiffres, on n'est plus dans une affaire de. On peut passer 15 ans à analyser, ouais, machin, il a raté tant de corners à 3 points, tant de ci, tant de ça, la défense ci, la défense ça. On n'en est plus là, en fait, à ce niveau de la compétition et à ce niveau de la série. Là, on en est clairement où, mentalement, Miami a totalement pris le dessus et Boston subit. Et hier, enfin cette nuit, semblait totalement impuissant pour répondre aux attaques de Miami. Encore une fois, quand je te dis, quand je vois Duncan Robinson feinter à 3 points, rentrer dans la raquette et mettre un lay-up avec Jason Tatum qui est là à se plaindre, qui a passé son temps à se plaindre aux arbitres, mais en toute disant l'équipe. Ouais, il me pousse. Les gars, mais arrêtez, vous êtes exactement en train de rentrer dans le jeu dans lequel il ne faut pas rentrer, c'est-à-dire de vous plaindre et de subir. Vous êtes en train de subir, ils n'ont fait que subir. Et je m'attendais pas à ça, clairement. Ouais, en tout cas, pas à ce point-là, et effectivement, c'est... Écoute, je sais pas, c'est trop difficile. En fait, tu t'as tout dit quand t'as dit c'est très difficile d'analyser. D'abord, c'est très difficile d'analyser parce qu'on ne comprend pas exactement à quel point. Déjà, on ne connaît pas tous les détails de l'affaire Udoka. C'est évidemment des trucs qui ne nous concernent pas, mais donc forcément, on ne sait pas à quel point ça a eu un impact sur le vestiaire. On ne sait pas dans quel état est le groupe, on ne sait pas exactement comment est la relation avec Mazzulla. Et l'autre chose qui rend cette situation extrêmement difficile à analyser, je suis désolé, mais c'est Miami. Miami, c'est complètement irrationnel ce qu'ils font comme playoff. Comment est-ce que tu veux analyser logiquement quelque chose d'irrationnel, en fait? C'est pas possible d'analyser l'irrationnel, c'est impossible. Tout à l'heure, et toi et moi, on parlait en off. Tu me dis, entre Boston et Milwaukee, donc les deux archi-favoris à l'Est, les deux archi-favoris de la Ligue. Oui, Miami est à 7 victoires et 1 défaite. Mais c'est irréel. Non, mais en plus, ce qui est d'autant plus irréel, c'est que si tu veux, c'est pas des... c'est totalement mérité, en fait. Oui. Ce 7-1, c'est pas 7 matchs à 60 points de Jimmy Butler qui s'est transformé en Michael Jordan et qui tout à coup éclate tout le monde. Il l'a fait sur certains matchs. Attention, je dis pas le contraire. Hein. Jimmy Butler est incroyable dans ses playoffs. Jamais de la vie, je ne parierai plus jamais contre lui. Mais n'empêche que c'est complètement irrationnel parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que ce bilan de 7-1 contre les Bucks et les Celtics, bah, c'est pas du tout accidentel, c'est la meilleure équipe sur le parquet qui a toujours remporté les matchs, point à la ligne, quoi. C'est fou. Tu vois, quand on parle de Jimmy Butler, par rapport à Jason Tatum et à Jaylen Brown, clairement, c'est Jimmy Butler le meilleur joueur sur le terrain, et le deuxième meilleur joueur sur le terrain, c'est souvent Bam Adebayo. Oui. Qui, pareil, écrase cette équipe de Boston entre ses mains. Ouais, et puis qui se fait plaisir. Oui, largement. Ouais. La passe lobée de Duncan Robinson pour Bam Adebayo, là, mais... Il se régale. J'avais l'impression qu'il avait volé l'âme de Boston sur ce dunk, quoi. C'était d'une violence incroyable. Bref. En fait, on a potentiellement aujourd'hui 2 équipes qui vont aller en finale NBA avec 2 profils à la fois très différents et très similaires entre Jokic et Butler. À savoir 2 gars qui sont des créateurs qui créent en fait des paniers faciles pour leur équipe,
qui ont une création, un niveau de création offensive qui est vraiment largement au-dessus de la moyenne, qui est élite. Et ça fait énormément. Et quand je vois Jason Tatum et Jaylen Brown, alors on peut dire, ouais, ils sont encore très jeunes, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, ça fait maintenant 2 ans maintenant qu'on dit, bah, faut bosser le handle, faut arrêter de perdre des ballons de façon stupide sur des dribbles à la con. Pardon. Mais c'est vrai. Bah, c'est complètement vrai. Ouais. Derrière ça, tu vois les Nuggets et le Heat, ça perd quasiment pas de ballon. En tout cas, ça évite de donner des opportunités supplémentaires à l'équipe adverse. Et ça crée ils ont une espèce de manière d'impliquer le collectif. Et aujourd'hui, en finale de conférence, tout ça est en train de se construire brique par brique par brique par brique. Et on en arrive à des moteurs qui sont en train de ronronner, là. Ça marche, ça fonctionne. Tout le monde est impliqué, tout le monde est engagé dans la bataille. Et ça, c'est une grosse diff aussi. Et Tatum et Brown ont échoué de leur côté avec cet effectif de Boston. Ils ont échoué à faire ça Ouais, après, cette saison, tout du moins. en Dans fait, ces playoffs. tu vois, pour Tatum, en fait, c'est vrai que moi, je dois avouer qu'il y a eu plusieurs moments devant les matchs où tu vois, je pense que, je crois que c'était notamment le match 2, où en fait, il y a eu des situations où dans le quatrième quart-temps, pendant très longtemps, quasiment tout le début du quatrième quart-temps, en fait, Jason Tatum n'est utilisé que comme un spot-up shooter. Donc, déjà, Mhm. c'est étonnant. C'est franchement étonnant. Offensivement, c'est quand même leur mec le plus doué. Il est aussi capable de créer, même si c'est pas toujours parfait. C'est quand même étonnant. Il est brillant offensivement et défensivement, les Voilà. deux à la base. Oui, non, mais voilà. Mais donc, c'est quand même étonnant de le voir être cantonné pendant plusieurs minutes, en plus, à l'orée du Money Time, dans un rôle de spotter shooter. Bon, bref. Même les commentateurs finissent par s'en plaindre. Il me semble même que Keith Smith avait fait un tweet à ce moment-là en disant mais c'est hallucinant, c'est une volonté, c'est pas possible autrement. Et vraiment 2 possessions plus tard, il commence à lui confier la balle. Et là, à ce moment-là, Tatum fait n'importe quoi. Il enchaîne 2 Ouais, marchés consécutifs. grave. Plus globalement, les Celtics enchaînent 3 pertes de balles. Ça les tue complètement. Et le match, Complètement. et voilà, et il loupe le train, tu vois. Mais oui, mais tu peux pas, en fait, tu vois, tu peux pas passer d'un extrême à l'autre, en fait. Tu peux pas, Mhm. pendant 3-4 minutes, cantonner Tatum à n'être qu'un spot-up shooter, de pas toucher la gonfle, sauf pour rater des tirs extérieurs, à tout à coup lui filer toutes les responsabilités, vas-y, débrouille-toi en ISO, et mon gars, on essaye d'y arriver comme ça, tu vois. Ça, c'est aussi le vrai problème de Joe Mazzulla, Oui, oui, tout à c'est fait, je que suis d'accord. tactiquement, ça n'est pas bon. Tactiquement, ça n'est pas bon, et effectivement, les leaders supposés de cet effectif, ne sont pas, en tout cas, à un moment de leur carrière où ils sont capables de prendre les choses en main, comme serait capable de le faire un LeBron, comme pourrait être capable de le faire un Jokic, comme tu vois, comme pourrait être capable de le faire d'autres joueurs. En tout cas, ils n'ont pas cette fibre de création d'un point de vue collectif assez développée, clairement. Enfin, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte en disant ça se voit. Enfin, là, je veux dire, c'est criant de vérité, quoi. Ah ouais, bah, c'est sûr. Ils y arrivent de temps à autre, mais on voit que l'équipe ne tourne pas comme ça. C'est pas comme ça qu'elle est conçue et pensée, cette équipe, forcément. Et, euh, et l'an dernier, il me semblait que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Défensivement, ils étaient tellement solides qu'ils arrivaient à se reposer sur cette défense inouïe pour créer une attaque, des contre-attaques. Enfin, c'était beaucoup ça, le jeu de Boston. C'était on s'appuie sur notre défense pour créer notre attaque. Ouais. Et après, on se repose sur les capacités au shoot de Jaylen Brown et Jason Tatum. Sauf que quand ça rentre pas, comme là actuellement, enfin, tu regardes les stats de Jaylen Brown sur les 3 matchs face au Heat, ça fait mal aux yeux, quoi. T'as envie de pleurer presque, tellement c'est dramatique. Et Ouais, Jalen Brown, ouais, ça va devenir un sujet cet été, hein, si ça continue comme ça. et toi, le match de Jason Tatum, 51 points, c'est une perf individuelle qui est impressionnante. Voilà, ça marque l'histoire. On est là, waouh, c'est incroyable. Ce que je reprocherais à ce genre de performance, c'est que c'est une performance qui est individuelle. Elle a été suffisante pour permettre à son équipe de se qualifier. J'essaye de me faire comprendre parce que j'essaye Non pas mais je, d'amoindrir ce qu'il a fait ou pas du tout. J'étais absolument bouche bée devant cette performance. Ce que je veux dire par là, c'est que
Il y a une différence entre être capable de faire un truc comme ça et être capable d'emmener un groupe et de créer des solutions, de créer des tirs pour les autres. En Et fait, pour c'est moi, c'est ce surtout qui que manque beaucoup dans le jeu de Tatum aujourd'hui. en fait, une performance individuelle aussi extraordinaire, elle peut avoir des vertus collectives, tu vois. Ça peut réveiller le groupe. Tu peux avoir les Tout à fait. role-players qui te disent, qui se disent, bon, on peut pas, enfin, ce mec-là se tue pour nous, on peut pas le laisser, tu vois, se tuer sur le parquet tout seul. Il faut qu'on s'y mette, les gars. Tu vois, Jimmy Butler, par exemple, quand le Heat va en finale en 2020, c'est un peu ça qu'il fait. Tu vois, il y a plusieurs matchs où il fait des performances hallucinantes, où tu vois que physiquement, il est mort, il est épuisé, et où Ouais. collectivement, du coup, ça réveille un peu tout le monde, ça répond. Et d'ailleurs, le match phénoménal qu'il fait euh, au premier tour, c'est pareil, ça a un impact sur le collectif. Tout à fait. Là, je suis désolé, mais la perf de Jason Tatum au Game 7 n'a eu absolument aucun impact collectif. Et C'est ça qui est ça troublant. pose des questions, ouais, Ouais. ça pose des questions, et c'est pas la première fois qu'on se pose des questions sur le leadership de Tatum, ça c'est une évidence. Je vais finir on va finir cette partie Celtics Heat sur une question un peu provocante, un peu, parce que j'ai vu que elle a été posée par certains, ça m'a fait rire et je voulais ta réaction là-dessus. Est-ce que la saison régulière, quand tu vois le Heat, a encore une quelconque importance aujourd'hui? Je veux dire, voilà une équipe qui a passé la saison régulière à nous donner aucune information concrète sur qui ils étaient. Du moins, on était incapable de prédire ce qui allait se passer, quoi. Alors je dis pas, hein, la surprise est absolument géniale. Je me régale de ce parcours du hit, mais c'est assez hallucinant quand même ce que ça. Quelque part, le hit est presque en train de te dire 82, les 82 matchs de saison régulière, tu t'en fais une boulette de papier, tu la jettes à la poubelle, quoi. Presque. Alors, oui et non, parce que oui, d'un Oui et côté, non, je comprends ce que tu veux bien dire, mais sûr. en fait, la saison régulière, elle sert à te donner des repères collectifs. Alors après, c'est sûr que quand on parle d'équipes comme Denver ou Miami, qui sont en place depuis des années, avec des joueurs tu vois, mais prenons l'exemple de Phoenix, prenons l'exemple des Lakers, tu te rends bien compte qu'en fait, c'est à ça qu'elle sert la saison régulière, tu vois. Bien sûr. Elle sert à donner du temps de jeu en commun à ces mecs-là et de leur permettre de construire quelque chose collectivement. Maintenant, c'est clair que, et on s'en rend compte souvent, c'est pas révélateur, ça ne suffit pas en fait. On peut pas se baser sur la saison régulière pour dire c'est comme ça que ça va se passer en playoff. Genre de toute façon des exemples qui montrent ça, il y en a, on en a chaque année, enfin pas chaque année, mais souvent les Warriors qui battent le meilleur bilan de l'histoire pour ne pas gagner le titre à la fin, tu vois quelque part Complètement, ouais. c'est un peu la même leçon. Cleveland aussi, moi, est une équipe qui m'a excessivement déçu dans ces playoffs. Meilleure défense de la ligue, et ils sont pas capables d'arrêter Jalen Brunson. Ils se font bouffer au rebond par Mitchell Robinson alors qu'ils ont Mobley et Jarrett Oui, Allen. mais si jeune. Même si statistiquement c'était marqué déjà qu'ils n'étaient pas forcément très forts au rebond. Mais voilà, après oui, tu as l'expérience, bien évidemment. Bah ouais, c'est ça, il y a aussi l'expérience, mais bon. Mais bon, quand tu termines premier première défense de la ligue, habituellement, j'ai tendance à dire, c'est quand même un bon indicateur que ça peut bien se passer. C'est Là, ils se clair. sont fait marcher dessus, quoi. C'est vrai, mais bon, toi, comment tu vois la fin de cette série? Tu vois un sweep, toi? Ce serait Miami-Boston. dramatique. Ouais, ce serait dramatique. Les Ah conséquences oui, sur non, le mais oui. groupe des Celtics seraient dramatiques. Ah mais oui, je vois un sweep. Là, on va parler de Nuggets Lakers juste après. Mais oui, je vois un sweep. Enfin, je sais pas. J'ai donné les Celtics vainqueurs Mais tout quasiment le monde a donné les dans mon Celtics preview. vainqueurs. Donc bon, ouais, tu sais, j'ai des fois, il faudrait peut-être que je me taise un peu. Après, tu sais que moi, Mais mon prono, il est encore possible, hein. Moi, j'avais mis 4-3 Boston. Ils ont plus qu'à gagner les 4 prochains voilà, et enfin, c'est je veux bon. dire, voilà, il faudra Facile. faudra qu'un de ces deux clubs marque l'histoire pour qu'on voit une tendance s'inverser. Là, vraiment, oui, je te dis, j'ai l'impression que l'esprit de corps de cette équipe a volé en éclats. Je sais pas quoi te dire. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc déjà le match 2, je m'attendais pas à ça. Donc j'ai été très déçu par ce match 2. Ah, le match 2, c'était incroyable, hein. Et voilà, et après je me suis dit, bon, t'as deux matchs à Miami, ça va être très très compliqué, quoi.
Et là, ils ont explosé, mais pas un peu. C'était l'humiliation la plus totale. Plus de 30 points d'écart à un moment. Enfin, moi, Non. je me suis demandé si c'était réel, quoi. Là, t'avais le public qui demandait à ce que Aslem rentre sur le terrain, quoi. Non, mais on en est là, c'est fou, quoi. Aslem était là, ok. Et Spoelstra qui est là, non, les gars, vous inquiétez Arrêtez, pas, j'ai un plan, on va respecter mon plan, vos délires, là, j'en ai rien à faire. Ah non, c'est incroyable. Non, Écoute, mais ouais, moi, je pense. j'ai pas envie. J'ai envie de croire qu'un mec comme Non plus, Marcus j'ai pas Smart, envie. tu vois, va se pointer Mhm. la bave aux lèvres, va provoquer une réaction d'orgueil, c'est pas Il possible, aurait quoi. déjà dû le faire. Oui, je sais qu'il aurait déjà dû le faire. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, cette équipe ne ressemble pas assez à Marcus Smart. Je suis désolé, il y a un vrai problème dans l'identité de cette équipe. Et On n'est pas rendu au moment où on fait le avenir des Celtics, non, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr. Marcus Smart pourrait. Enfin, je sais pas. Ils ont tellement En tout de cas, ce qui est trucs sûr, c'est à qu'un gérer. sweep n'aurait pas les mêmes conséquences qu'une élimination, par exemple, en 5 ou 6 matchs, je pense. C'est sûr. Je pense. Mais ouais. S'ils arrivent à gagner le match 4, Boston, Ouais. franchement, Moi, chapeau. moi, tu sais que je vois bien la série aller jusqu'en 6, hein. Franchement, chapeau. Miami qui S'ils y finit à parviennent, chapeau. domicile. Ouais. Ouais, on Enfin, verra. chapeau, non, pas chapeau. Il y aura plus jamais de chapeau pour Boston cette année. C'est terminé, ça. Moi, je dirais Ah plus jamais ça. bah ouais, non, mais je veux dire se relever d'un tel. Bah, Mec, moi, je dirais vieux motard que, enfin, tu vois, mieux vaut tard que jamais, mais bon, c'est quand même, les non, gars, mais tu sauves un peu. Enfin, c'est une réaction d'orgueil qui serait la bienvenue, quoi. qui serait T'es trop pas, tardive, mais la bienvenue. t'es pas complètement humilié. Voilà. Non. C'est peut-être plus facile ensuite de passer une intersaison et de te regonfler le moral. Si c'est un sweep, franchement, c'est ouf. En fait, le problème, c'est que si c'est un sweep, je vois pas du tout ce groupe continuer, Oui, voilà. alors que je reste persuadé que ce groupe, coaché par un mec avec plus de bouteilles que Mazzulla, Ouais. et il y a pas grand monde en NBA qui peut aller les chercher, en fait. Enfin, vraiment, hein, je vois même pas qui peut aller les chercher. C'est ce qu'on a pensé toute la saison. Bah ouais, mais tu m'étonnes. C'est la même équipe que l'année dernière avec Malcolm Brogdon en plus, quoi. Ouais. Et un Derrick White installé et tout ça. Enfin, bref. Truc de fou. On va passer aux Nuggets et aux Lakers. Quand le collectif prend le dessus sur les individualités, le fait que les Lakers soient arrivés à ce stade de la compétition est un exploit en soi. Après cette défaite des griffes des Grizzlies, après l'élimination des champions en titre, l'équipe de LeBron James semblait avoir trouvé le moyen de se sublimer au meilleur moment de l'année, comme le Heat. Mais face à Denver, c'est un pénible retour à la réalité qui se profile devant eux. Les Nuggets sont sûrs de leur basket et affichent une camaraderie à toute épreuve dans un Game 3 joué dans un environnement hostile, avec des coups de sifflet rarement à leur avantage. Les hommes de Mike Malone n'ont jamais douté, ils ont continué à faire ce qu'ils font depuis l'entame de ces playoffs, c'est-à-dire dérouler leur jeu derrière le scoring incandescent de Jamal Murray et la création offensive venue d'un autre monde de Nikola Jokic. Charles, quelle a été ton expérience devant ce Game 3 ? Oh, Comment tu l'as vécu ce Game 3 ? Ah, frustrant. En fait, dans l'ensemble, cette série, elle est frustrante pour les fans des Lakers parce que sur ces 3 matchs perdus, ils sont jamais vraiment loin, ça lâche pas. Il y a eu des Très money vrai. time tendus dans lesquels les matchs auraient pu tourner différemment. Mais voilà, malgré tout, je crois pas que ça soit un hasard si à chaque fois ça a tourné du côté des Nuggets. Je pense qu'ils gèrent mieux les moments chauds que les Lakers. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais c'est vrai que moi je suis un peu frustré de l'utilisation d'Anthony Davis dans les fins de match. Offensivement, je suis sûr qu'il devrait être beaucoup plus cherché. Je pense que ça aurait pu tourner différemment s'il était plus servi. Mais même Austin Reeves, il y a eu des moments où on se demandait un peu pourquoi il voyait plus trop la gonfle. Bon. Et Austin Reeves, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait qu'il soit pas plus exploité à la création me surprend beaucoup parfois. Ouais, ça a un côté un peu frustrant, bah, surtout quand en parallèle de ça, on t'explique qu'ils sont décidés à faire venir Kyrie la saison prochaine. Hein. Tu te dis, bon, bah, Attends, mais me grille pas sur Kyrie Irving, c'était mon truc, ça. ouais, C'est bah pas alors c'est bon, à possible. chaque fois tu me fais des sales coups à me parler de Kyrie sans me prévenir, alors cette fois-ci j'ai pris les devants. Bah, j'ai envie de dire que D'Angelo Russell n'est pas du tout en train de se vendre. Je pense que c'est mort. C'est vrai, mais heureusement, le Alors peut-être monde que la n'est solution pas... c'est de ramener Kyrie Irving sur le parquet, enfin sur le parquet, dans le public
comme contre les Arrête. Warriors, où Arrête. D'Angelo Russell avait fait un de ses meilleurs matchs parce que Kyrie Irving était dans le public. Regarde comme tu es mesquin. Pardon. Non, écoute, je pense moi que la solution c'est ni D'Angelo Russell ni Kyrie Irving, mais bon, de toute façon c'est un autre Tu sais très débat. bien que Kyrie Irving va jouer à Los Angeles l'année prochaine, c'est sûr. C'est sûr, désormais c'est sûr. LeBron va pigner dans le bureau de Pelinka et il va dire chope-moi Kyrie. Chope-moi Kyrie. Ouais, bon écoute, on en parlera à ce Pardon. moment-là, mais ça Vas-y, sera vas-y, pas un je te bon laisse moment. tranquille, je te laisse tranquille. Désolé Charles. Non, mais écoute, pas de problème, écoute. J'en ai une autre à te caler dans les dents tout à l'heure en plus. Ouais, ça m'étonne pas. Mais bon, voilà, Denver c'est fort, hein, honnêtement, c'est très fort. Après chaque tour, on a toujours trouvé des raisons de relativiser leur performance, que ce soit le niveau d'opposition au premier tour, les difficultés de Monty Williams pour trouver un équilibre collectif en demi-finale. Honnêtement, là, il faut arrêter, il y a pas grand-chose à redire, ils surclassent les Lakers, même si c'est toujours serré, même si c'est toujours chaud, qu'on le veuille ou non, les faits sont là, il y a 3-0 dans cette série, et quelque part, c'est peut-être encore ça qui est encore plus fort en fait pour Denver, c'est que les Lakers ne se laissent absolument pas faire, ça se bat, mais voilà, le résultat pour le moment est sans appel. Jokic est magnifique, et même quand il est un peu plus en difficulté, il trouve toujours moyen d'être hyper impactant pour son équipe. Jamal Murray est incroyable, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il est à 35 points de moyenne sur les 3 premiers matchs. Il doit être au-delà des 50, 40, 90. Caldwell Pope montre pourquoi il a été si important dans le titre des Lakers dans la bulle. Dans l'ensemble, tous les role-players répondent présents. Malone s'adapte à tout. Enfin, c'est... Caldwell Pope et Bruce Brown ont c'est tellement des bonnes pioches, quoi. Je veux dire, c'est assez taré que les Nuggets terminent premier de la saison dans la conférence Ouest. Donc il y a eu ce débat de MVP dont on connaît l'issue et dont on a tous suivi le niveau hyper élevé des arguments pendant un temps. Mais Mike Malone n'a pas du tout été dans la conversation du coach de l'année. Non. Il n'y a pas eu de All-Star ni pour Aaron Gordon qui était plus considéré que Jamal Murray. Après, ça se comprend. Hein, Jamal Murray, il n'avait pas les stats. Il jouait pas comme il joue maintenant, ça c'est sûr. Ah oui, non. Il n'y a pas eu de discussion de 6e homme de l'année pour ni Caldwell Pope ni Bruce Brown. Ça c'est pareil, ça se comprend. Mais le boulot de Calvin Booth pour rebâtir cette équipe autour de Nikola Jokic, dans sa première saison en tant que general manager, après le départ de Michael Connelly aux Wolves, franchement, incroyable, quoi. Et là, il récolte l'excellente construction d'effectifs de cette équipe, quoi, clairement. C'est un modèle, honnêtement, hein. Bon, là on va se projeter un tout petit peu et partir du principe que Denver va aller en finale NBA, même si je suis évidemment déçu pour les Lakers. Si je mets ma casquette de supporter de côté, honnêtement, je trouve que le fait que Denver aille en finale, ça envoie un message ultra positif à la ligue. Ces Nuggets-là, ils se sont construits via la draft, mais sans abuser du tanking, contrairement à d'autres. Ils ont misé sur la continuité avec un coach qui est en place depuis 8 ans. C'est un modèle, vraiment, hein, ce modèle de construction que les Nuggets ont fait, je pense vraiment que énormément de franchises devraient s'en inspirer. Et voilà, je trouve que c'est un message très très positif qui serait envoyé, enfin qui va être envoyé si effectivement Denver passe en finale, quoi. Il y a eu un moment dans ce Game 3 qui m'a vraiment interpellé. Pareil, on en a parlé toi et moi tout à l'heure un peu en off. Ça m'a fait penser à ce Game 2 face à Phoenix où Jamal Murray rentre rien. Jokic tente de répondre présent. Enfin, il fait un match absolument colossal, hein, mais ils arrivent à sortir cette victoire, mais tu sais pas comment. C'était vraiment inespéré de gagner ce match. Et j'avais dit à ce moment-là, c'est le genre de rencontre que habituellement les Nuggets auraient perdu. Et le fait qu'ils gagnent ce match-là, qu'ils soient capables de gagner ce match-là, pour moi, on disait long sur le fait que potentiellement ils sont prêts à aller loin dans ces playoffs. Et dans le Game 3, dans le troisième quart-temps, quand Nikola Jokic part sur le banc, il reste 7 minutes 24 à jouer, il part sur le banc avec 4 fautes. Et là, je me suis dit à ce moment-là, oh là, vu comment l'arbitrage se déroule, vu que Jamal Murray, après une première mi-temps absolument exceptionnelle, semble un peu plus... Clairement, les Lakers ont décidé qu'ils ne toucheraient plus un ballon de la rencontre, quasiment. Et là, tu as vu quoi ? On a vu Caldwell Pope, Bruce Brown... Ouais. Jeff Green, tous ces gars-là, tout le banc qui était censé être le point faible des Nuggets,
répondre présent et limiter la casse. Alors que je pensais vraiment qu'ils allaient prendre la sauce à ce moment-là de la rencontre. Et quand j'ai vu que Jokic revenait et que l'écart était pas du tout ce qu'il aurait pu être, je me suis dit waouh, ça va être chaud pour les Lakers en fait. Et Jokic nous a sorti enfin un quatrième carton. Je crois qu'il a marqué 15 de ses 24 points dans le quatrième carton, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et avant, sur le troisième Euh, carton, effectivement, KCP, c'est 12 points à 3 sur 5 à 3 points, quoi. ouais, voilà. C'est KCP, mais parfait. ça doit être assez bizarre d'ailleurs en tant que fan des Lakers de voir KCP te mettre la misère alors qu'il était dans ton effectif et que c'est un mec que tu as échangé pour faire venir Russell Westbrook. Il faisait partie de ce deal. Ça va, C'est... les petites piques, là? Alors, il n'y a rien de personnel. Non, Bah, mais c'est vrai, c'est vrai. mais c'est complètement C'est vrai, mais absolument évidemment. vrai. Mais C'est Kyle Kuzma et Caldwell Pope qui s'en vont à Washington pour faire venir Mais Westbrook. de toute façon, C'est-à-dire, c'est toute l'histoire des Lakers de LeBron, et c'est pour ça que ça m'énerve qu'on parle de Kyrie Irving, alors que encore une fois, cette campagne de playoff prouve que LeBron, ce dont il a besoin, surtout en vieillissant, c'est certainement pas d'une troisième superstar, c'est d'avoir des role-players impliqués, intelligents, capables d'être influents des deux côtés du parquet. Voilà, ces Lakers-là, ils ont besoin de Reeves, d'Hachimura, de Vanderbilt, ils ont pas besoin de Kyrie Irving, quoi. ils Et n'ont pas à rougir les Lakers parce que, enfin, excuse-moi de te couper, juste vite faire, mais cette équipe qui a été montée à la mi-saison, je veux dire, c'est exceptionnel qu'ils en soient là, mais clairement. évidemment. Et franchement, bon, bah là, ça y est, ils montrent leurs limites. Oui, Lonnie Walker The Force ne va pas et Rui Hachimura, quel playoff il nous sort. Je veux dire, tout ça, ça se comprend un peu quand même. Et D'Angelo Russell, est-ce que c'est une vraie surprise de voir D'Angelo Russell se foirer Non. défensivement et offensivement? Non, et franchement, il a eu des bons matchs dans ses playoffs. Tu vois, il a eu des Ah bah oui, bonnes oui. performances face à Memphis, face à Golden State. Il a quand même fait des bons trucs à certains moments et ils lui doivent quelques belles victoires, quoi. Donc, bon. Non, non, mais c'est ça. Globalement, le supporting cast des Lakers, ça a été tout à fait au niveau pendant ces playoffs. Et c'est bien ça qui est très frustrant, en fait. C'est ce que je te disais. C'est ça que j'évoquais en disant c'est l'histoire des Lakers de LeBron James. C'est que dans la bulle de 2020, c'est pareil. Il y avait un vrai pool de role-players qui étaient importants, qui étaient impactants, qui ont énormément contribué à cette conquête du titre. Énormément ont été bazardés dans la quête de Russell Westbrook pour les conséquences qu'on connaît. Et moi, ce qui m'embête, c'est la grande probabilité que cet été on fasse la même erreur et qu'on soit pas en mesure de Complètement. proposer des contrats à des joueurs qui sont importants et dont on a besoin dans l'effectif pour récupérer un Kyrie Irving qui depuis 3 ans est plus un influenceur qu'un joueur de basket, quoi. Je le vois venir gros. Je vois même pas comment LeBron ne va pas demander à ce que Kyrie se pointe. Non, non, mais c'est sûr, Il hein, est c'est sûr. il est tellement en mode tout de suite que s'ils se font éliminer là, et je dis bien si parce que jamais vous m'entendez, jamais j'enterrerai LeBron James avant qu'il ne soit éliminé définitivement. Jokic il l'a dit d'ailleurs aussi. Oui, bah tu m'étonnes. J'aurais toujours peur tant que le boulot est pas terminé. Bref, Tant que la bête est toujours là. voilà. Il a gagné le droit qu'on le traite de cette manière. Bref, tout ça pour dire que je vois pas comment LeBron ne va pas exiger quelque chose de dramatique, on va dire, entre guillemets, à l'intersaison. Je le vois venir, je sais pas. À moins que, et là c'est ma pique spécialement pour toi, à moins que l'entrée en jeu de Mobamba dans le Game 4 ou le Game 5 change la donne pour les Lakers. Alors, Ne me remercie pas, Charles. non mais en soi, alors il faut en fait. Pardon. Non mais en fait t'as raison, ce que tu dis est vrai parce que c'est quelque chose qu'on a dit depuis le début. S'il y a bien une chose dont la rotation des Lakers manque, c'est de la taille. Oui. Il y a rien à l'intérieur, il y a pas de rotation en fait, y a rien du tout. Non, on n'a pas fait la preview ensemble Non, de ce truc-là, mais dans la preview, ce que j'avais dit, à l'époque de la bulle, il y avait, Dieu sait que les Nuggets ont fait du chemin depuis, mais il y avait Dwight Howard, il y avait Jamal Magui, et Dwight Howard ouais. arrêtait pas d'aller embêter Jokic à n'importe quel moment. Et ils avaient tellement de taille. Il y avait Kuzma aussi. Enfin, je veux dire, faut réaliser la taille qu'avait cette équipe des Lakers, quoi.
Et là, c'est pas du tout le cas. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu cites Kuzma dans les gens capables de s'opposer à Jokic. Non, Mais, mais je veux dire, non, mais je parle, comprends ce que je tu veux parle dire. Non, mais oui, de la oui, je présence au comprends. rebond et Non, mais je comprends, de la t'as tout à fait taille, raison. de l'envergure de l'équipe. T'as tout à fait raison, parce que effectivement, et c'est quelque chose qu'on constate depuis le début dans ces playoffs, c'est un vrai problème pour ces Lakers-là. La rotation à l'intérieur est complètement insuffisante. Non, évidemment, Mo Bamba va pas changer le visage de cette série. Maintenant, Ah, peut-être. malgré ça, enfin, J'arrête. Pardon. toi, tu rêves d'un duo Mo Bamba Kyrie Irving la saison prochaine aux Lakers, je Ah, le sens. franchement, non, mais non, pour me faire pardonner, je vais te payer une bière la prochaine fois qu'on se voit. C'est moi qui offre. Mais voilà, en tout cas, ce Pour qui est son clair, c'est modération. que j'espère évidemment que les Lakers vont redresser la barre parce que j'ai pas du tout envie. Alors attention, je crois pas du tout. J'ai vu qu'il y a des gens qui croient au river sweep. Donc le river sweep, ce serait de passer de être mené 3-0 à gagner 4-3. Je pense que c'est complètement fantaisiste. Mais je pense sincèrement que cette équipe mérite beaucoup mieux que de sortir sur un sweep. L'état d'esprit et les valeurs collectives qu'ils ont montrées depuis les changements dans l'effectif au moment de la trade deadline, tout ça, ça mérite d'aller chercher au moins 1 ou 2 victoires pour terminer la saison sur une meilleure note. Mais même pour Rob Pelinka, tu vois, qu'au moins ça valide un peu tous ces changements et tout. J'ai vraiment pas envie que cette saison-là se termine sur une note aussi amère qu'un sweep. Et honnêtement, je pense je pense qu'ils vont gagner 1 ou 2 matchs. Encore une fois, sur les 3 premières rencontres, ils ont jamais été loin, ils ont jamais lâché l'affaire, contrairement à Boston sur ce match 3 par exemple. On n'a jamais eu la sensation, si tu veux, qu'il y avait une vraie classe d'écart entre ces deux équipes. Je suis d'accord. Donc je crois pas au sweep, je crois pas non plus au fait que les Lakers reviennent et remportent la série, loin de là. Mais voilà, j'ai espoir que ça se finisse sur un petit 4-2, quelque chose comme ça, quoi. Moi, je pense que je suis parti sur un petit 4-1. Je les vois bien remporter le match à Los Angeles Ouais, bah ouais. cette nuit-là. Et je vois pas comment ils vont gagner à Denver. J'en avais parlé aussi dans les précédents numéros, mais la fatigue pour LeBron, pour Anthony Davis, enfin, le niveau d'engagement de ces deux joueurs et de tout le monde, hein, quelque part, dans cette équipe, notamment sur les premiers matchs. Je veux dire, ils sont tellement allés puiser très loin dans leurs ressources pour essayer d'arracher un match à l'extérieur sans y parvenir, et ça risque de leur coûter parce qu'après, tu enchaînes un match toutes les 24 heures. Et là, donc, s'ils gagnent à Los Angeles, ils auront vraiment très peu de temps pour se reposer, prendre l'avion, partir à Denver, se retrouver encore à jouer en altitude. Et j'aurais du mal franchement, s'ils arrivaient à arracher cet éventuel game 6, Ouais, 5, le game 6. Enfin, s'ils gagnent le... s'ils arrivaient Ah oui, à pardon. s'imposer dans le game 5 pour arracher un game 6, voilà ce que voilà ce que j'essaye de dire, avec grande difficulté. Franchement, waouh. Ouais. Bah, après, en plus, voilà, LeBron, on l'a dit, Waouh. 38 ans, ça commence à se voir, ce qui est normal, hein, c'est un Il est être humain. blessé, il est blessé. Oui, Enfin, il est blessé. Mais donc, tu vois, tout ça, c'est raison de plus, quoi. Je veux dire, LeBron, il doit comprendre qu'à mesure qu'il vieillit, ce dont il a besoin, c'est de rotations qui sont suffisamment confortables pour lui permettre de souffler et de pouvoir se reposer sur des role-players qui sont intelligents, qui sont utiles et qui sont efficaces des deux côtés du parquet. Et donc, s'il vous plaît, ne faites pas de conneries avec Kyrie. mais c'est là où on voit que Austin Reeves, dans cette série, enfin, je sais pas à quel point, enfin, j'ai pas envie de jeter la pierre à Darvin Ham, bien qu'il montre pour le coup, tout d'un coup, c'est pareil, quelques limitations parce que c'est sa première année en tant que head coach. Ouais. Mais Austin Reeves, c'est ça dont ont besoin les Lakers. Enfin, Austin Reeves. Ils ont besoin d'un second créateur qui est capable de suppléer LeBron James. C'est ce qu'ils sont allés chercher avec Russell Westbrook, malheureusement, en se trompant Complètement. gravement. Mais c'est de ça dont ils ont besoin. C'est pour ça que je pense que LeBron est capable de se convaincre lui-même que Kyrie Irving peut être une solution. En se disant, ouais, mais Kyrie, avec moi, ça sera différent. Avec moi, il va pas réagir de la même façon. Avec moi, ça sera... Voilà. Mais pour en rester à cette série, au duel auquel on assiste avec les vrais gens qui sont sur le terrain et qui jouent vraiment, voilà, Austin Reeves, il y a certains moments où tu te dis, vu ce qu'il propose sur le terrain, vu sa qualité phénoménale, enfin, je veux dire, il faudra qu'on en parle à un moment ou à un autre de ce type-là, très concrètement, de ce qu'il nous produit depuis plusieurs mois. Mais c'est pareil, enfin, c'est comme le hit quelque part, comme le parcours du hit en playoff. C'est hallucinant ce qu'il fait.
Ah oui, et puis la Il est place qu'il a devenu, pris, incroyable. je veux dire, à partir du moment où ce gars-là peut signer une extension de contrat, enfin un nouveau contrat, tu as 29 franchises à sa porte, prêts à lui offrir un contrat, clairement. Ouais, mais LeBron, il veut le garder, hein, pour le coup. Ah, tu m'étonnes, ça serait complètement farfelu de pas vouloir garder ce gars-là, quoi. En fait, c'est peut-être ça qu'il doit faire, Pelinka. Il doit peut-être aller voir LeBron et lui dire, bon, ok, tu veux ton Kyrie, bah si tu veux ton Kyrie, on peut pas garder Austin. Il va Ah te ah! déguiser, il Ah va te ah! déguiser Reeves en Kyrie. Tiens, Austin, porte ce costume pour la saison prochaine. Non, mais voilà, c'est clair qu'Austin Reeves, et vraiment la place qu'il a pris, si tu regardes les temps de jeu, là, sur les 3 premiers matchs, Ouais, Austin Reeves, il est dans les standards de LeBron et d'Anthony Davis, hein. il est incroyable. Il est pas du tout au niveau des D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, Rui Hachimura, etc., etc. Il est autour des 120 minutes. C'est vraiment devenu un des tauliers de cet effectif, quoi. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que, en fait, c'est probablement difficile de se dire que ce gars-là devrait, à certains moments, prendre la main sur le jeu des Lakers et dire à LeBron James, hey LeBron, va sur le corner, Ouais. je prends la balle et je m'occupe du reste. Allez, tonton, va sur le côté, Tu vois, laisse faire les jeunes. c'est contre-intuitif quelque part, mais, Ah bah mais des complètement, fois, ouais. tu te dis, là, je caricature, bien évidemment, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Mais des fois, tu te dis, ça serait pas mal qu'Austin Reeves prenne certaines décisions, et on n'en est pas là dans sa carrière, on n'en est pas là du tout. Bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut expliquer la chose. Mais voilà, C'est un mec non drafté, hein, mais complètement. tu sais que là, on peut presque faire un 5 de joueurs non draftés qui Grave, sont en finale de conférence, quoi. grave, C'est un truc de fou. carrément. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. Moi, j'adore. Est-ce que je peux vite fait pointer du doigt quelque chose qui m'exaspère énormément Ouais. concernant les Nuggets? J'aimerais qu'on arrête définitivement, à partir d'aujourd'hui, de dire que Michael Porter Jr. ne sait pas défendre et qu'on ne comprend Ouais. pas pourquoi on n'exploite pas plus le match-up avec Michael Porter Jr. et que ce gars-là ne sait que faire du catch and shoot, point barre, quoi. Il a beaucoup Dans ce, évolué, hein. dans ce match 3, je sais plus, j'avais noté ses stats. Attends, il est à 14 points, 10 rebonds, 6 passes décisives. Il a sorti des passes où moi-même j'étais là, wow, Michael, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, non, il a énormément progressé sur beaucoup d'aspects de son jeu, ce joueur. Ce joueur a énormément travaillé. C'est un bosseur. C'est un bosseur, Michael Porter Jr. Il est pas hyper fluide. Il y a encore beaucoup de choses qu'il doit nettoyer dans son jeu. Mais défensivement, ce n'est plus du tout ce qu'il a été. Je rappelle que dans la bulle, ce gars-là avait, je sais pas, quel âge? Ouais, 19 ans, un truc comme ça. Enfin, Dans la bulle, non, il devait avoir 21, je pense, là, il ouais, a 24. voilà, bah, c'était un gamin. C'était un gamin. Là, on sent qu'il y a un peu plus de bouteilles. C'est pareil pour Jamal Murray, c'est pareil pour Jokic, qui sont les 3 seuls joueurs de cette équipe de Denver à avoir été dans la bulle face aux Lakers. Il y a un moment, voilà, Michael Porter Jr. Et je continue d'entendre les commentateurs dire ah, Michael Porter Jr., c'est incroyable, rendez-vous compte. Bah ouais, on se rend compte, si tu suis cette équipe de Denver, tu te rends compte depuis maintenant au moins une bonne saison entière que ce gars-là, défensivement, il a quand même fait des nets progrès. Alors je dis pas que c'est Ron Artest, mais ou Meta World Peace pour ceux qui sont nés plus tard, mais il a fait des vrais progrès. C'est plus du tout le gars que tu cibles en te disant ah, c'est bon, il va prendre totalement la flotte, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper respectable ce qu'il fait, Porter Junior. Il faut quand même se rappeler que c'est un mec, quand il était au lycée, il était projeté comme numéro 1 de sa draft. Tout le monde voyait en lui le lycéen le plus talentueux et le plus doué, un talent générationnel, etc. Il a eu des énormes soucis de dos, notamment des blessures au dos à l'université qui font que au moment de sa draft, Personne l'a drafté. personne ne le prenait et c'était horrible parce que C'était horrible. les caméramans, enfin les producteurs de la draft ont été mais honteux à chaque fois qu'une franchise faisait un choix et donc que Porter descendait, t'avais un gros plan sur sa tronche, vraiment histoire de bien montrer le désespoir et tout. Denver y a cru, Denver lui a fait confiance malgré le fait que tout le monde disait que c'était une grosse connerie et que physiquement il tiendrait pas le rythme. Et je trouve que son évolution est magnifique parce que tu l'as dit, il a bossé sur ses points faibles, il a travaillé sur des secteurs du jeu qui ne sont pas du tout
les plus médiatiques, tu vois. Enfin, Tout on à fait, parle ouais. d'un mec qui était projeté comme un des plus grands scoreurs de la ligue s'il avait pas eu ses problèmes de dos. Et le gars bosse comme un chien pour devenir un défenseur solide. Je trouve que c'est hyper respectable. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la carrière de Porter Jr., qui n'est pas du tout la carrière qu'on lui projetait quand il était lycéen, mais qui est pour le moment une très belle carrière. Et Bah, ça fait et que puis, quatre ouais. cinq ans qu'il est là, hein. Et Il a d'ailleurs, encore beaucoup de progrès à faire. on peut saluer Denver qui, alors, ouais, ça se passe bien pour eux là, et tant mieux, mais ils ont parié sur Porter Junior, comme tu viens de le dire, malgré ses problèmes de dos. Il a été reblessé l'an passé, je crois, c'était la saison dernière. Ouais. Re-opération, tout ça. Enfin, il y a une patience de dingue pour développer ce joueur. Ce joueur a toujours dit, je veux être un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur que je puisse être, et je sais très bien que ça va passer par une amélioration de ma défense. Et c'est ce qu'il a fait. Jamal Murray, on l'a su, là, il a raconté cette histoire. Enfin, c'est Mike Malone qui a raconté cette histoire, qui dit, quand il a eu sa blessure à la jambe, il a dit, mais vous allez me transférer. J'en ai pour un an et demi de récupération. Là, vous êtes en train d'essayer d'atteindre, enfin de bâtir sur cette finale de conférence qu'on a faite et tout ça. Et voilà, je suis peut-être plus dans vos plans. Et ils ont dit, bah non, 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 non seulement on va te garder, mais en plus on va continuer à te développer, on va continuer à croire en toi. Et un jour, ça portera ses fruits. Et quand tu vois ouais, le jeu à deux entre lui et Jokic, qui a l'air, enfin, tu peux pas arrêter ça quelque part. Non. C'est quasiment impossible parce que tu peux rien switcher. Tu vois bien que les Lakers, ils arrivent pas, ils arrivent pas à contrer ça parce qu'il n'y a pas de bonne solution en fait. Voilà. Mais on en revient à ce qu'on... Je trouve ça beau dans l'histoire de Denver bah voilà, d'avoir ces deux gars-là, Murray et Porter Jr., où certains fans auraient pu perdre patience avec eux et la franchise aurait pu perdre patience avec eux. Et aujourd'hui, ils sont là en train d'essayer d'écrire l'histoire de la franchise et c'est top. Ouais, c'est top. Et vraiment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, la construction de cette équipe de Denver, elle est géniale. Et voilà, c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas besoin forcément pour se reconstruire via la draft, il n'y a pas besoin de tanker comme des porcs, il n'y a pas besoin d'avoir un premier, un deuxième ou un troisième choix de draft. Il faut quand même rappeler que Murray, Michael Porter et Nikola Jokic, le mieux classé à sa draft des trois, c'est Jamal Murray qui a été drafté en 7e, sinon Porter Jr. c'est 14e et Nikola Jokic c'est 41e choix de Attends, draft. mais tu sais quoi? J'ai vu un truc très drôle. Aaron Gordon, j'avais complètement oublié cette histoire. Aaron Gordon est de la même classe de draft que Nikola Jokic. Il était Ouais. quatrième choix de la draft. Et Jokic était 41e, donc second tour, sélectionné pendant une pub pour Taco Bell. Et ça, ouais, bref, Oui, bah il y a aussi pas mal d'autres c'est gens drôle. qui font enfin en fait cette draft de Jokic, quand tu vois que lui a été drafté au second tour, enfin je peux te faire le top 10 de la draft là si tu veux, c'est Andrew Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid, Aaron Gordon, Dante Exum, Marcus Smart, Julius Randle, Nick Stauskas, Noah Vonleh et Elfrid Payton. Non mais tu te rends compte, et Nikola Jokic Elfrid Payton. 41e choix. Ouais. C'est Le mec fou en fait. qui est, voilà, le triple MVP de la ligue. Ouais. Ah non, pardon, deux. Oui, oui, enfin bon. Oui, c'est vrai, j'ai dit oui comme un idiot tellement j'étais. Je Mais bon, suis voilà, vrai. écoute, Je suis un coquin. écoute, voilà. Bon, moi, j'espère que qu'on arrêtera en tout cas de sous-estimer cette équipe et que plein de franchises se rendront compte que tanker comme des porcs pendant des années et des années et des années, et je ne citerai aucune équipe, mais je pense à une équipe très forte, c'est pas forcément le chemin le plus court vers une finale NBA. Ouais, c'est sûr, ouais. Yes, on verra ça. Merci Charlie de nous avoir accompagnés. Bah écoute, merci à toi. C'était bien chouette comme d'habitude. Mais oui, et puis bah on se retrouve toi et moi vendredi pour parler peut-être faire le preview des finales NBA. Qui sait? Moi, je Entre, pense qu'on fera le preview des finales NBA. entre Denver et Miami. Ouais. Quel voilà. J'adore cette finale. Sur le Mais papier. moi aussi. Ça Alors, me c'est fait trop horrible, hein, rire parce parce que que tous les gens qui disent ah ouais les audiences vont être catastrophiques, mais d'une fou, on s'en fout. c'est clair. Première chose, et que si t'es fan de basket, de NBA, tu sais pourquoi ces deux équipes-là sont là et tu te Oui. régales à l'avance de savoir que ça va être ces deux clubs-là, clairement.
Non, mais en plus, Faut être fou pour pas voir le côté génial de cette finale, quoi. Mais tu sais qu'en plus, je ne comprends pas l'intérêt Bref. de cette discussion sur les audiences. Depuis quand est-ce que ce Mais qui ça n'a permet aucun de intérêt. différencier un bon match d'un mauvais match, c'est le nombre de personnes qui l'ont regardé? Enfin, Mais c'est ça n'a absolument aucun hallucinant. intérêt. C'est Enfin, voilà. les, Ça je n'a sais pas, aucun c'est les intérêt. fans casual ou c'est des trolls, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, bref. Je Je sais veux même pas. pas rentrer Mais dans en tout ce, cas, dans ce dialogue. Donc, vendredi, on se refait ça, ok? ouais, ça Et puis, marche on avec verra bien. Peut-être qu'on plaisir. parlera d'un game set. Non, mais c'est ça, c'est que si ça se trouve, tu vois, si ça se trouve, là, ça fait quelques minutes qu'on parle d'une éventuelle finale Miami-Denver. Si ça se trouve, vendredi, on va faire un podcast. Boston Bon, Lakers. alors, encore une fois, on s'est complètement planté. pour la 56e fois de cette année, on a eu tout faux. Surprise! Ouais, c'est dingue. Je te promets. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Vous connaissez la chanson. Bonne semaine d'ici là. Profitez bien des matchs à venir. Et à vendredi. Ciao.